Test micro, test. Kiki, ça roule? Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui concerne ma pépinière que j'aime tant et dans laquelle je suis installée depuis maintenant 1 an. Je me disais qu'il était peut-être donc temps de vous faire un grand serre-tour pour vous montrer en détail à quoi elle ressemble cette pépinière. L'idée derrière tout ça n'est pas de vous dire que c'est la voie toute tracée pour faire exactement la même chose, mais plutôt voilà, que vous puissiez piocher quelques idées, vous inspirer comme on dit. Cette vidéo est toujours en partenariat avec mes chers collaborateurs de Passion d'Extérieur et avec ces 1 an de travail ensemble, je peux vous dire que je suis vraiment pas déçue de cette acquisition. En avant, c'est parti, le serre-tour. L'un des trucs que je préfère dans cette serre, c'est évidemment le fait qu'elle soit en verre. Et vous allez me dire, ouh, mais le verre, attention, c'est cassable, surtout s'il y a de la grêle un jour. Et oui, j'avais peur comme vous. Et en fait, c'est un verre qui est beaucoup plus épais que celui qu'on a l'habitude de voir dans les serres horticoles un peu basiques. Là, c'est du verre comme celui des voitures en fait. Ensuite, la structure est en alu et le système de boulonnerie en acier inoxydable. Ce qui fait qu'on a un truc qui est ultra durable. Passion d'Extérieur me racontait qu'ils ont certains clients qui ont cette serre depuis 20 ans maintenant. Vous avez d'autres types de serres qui existent et qui sont moins onéreuses, comme les tunnels en plastique, une structure en métal recouverte d'une bâche. Vous avez également les serres en polycarbonate qui sont également intéressantes et moins onéreuses. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins pérenne. J'ai cru comprendre que c'était une matière qui n'était pas vraiment recyclable en plus de ça. Quant aux bâches, c'est clair, c'est hyper pratique et puis c'est bien pour les petits budgets. Mais le problème, c'est que au bout de quelques années, ça finit par se déchirer, voire même complètement s'effriter dans la terre. Et ça, c'est complètement nul à chier. Pour ce qui est du maintien de la structure, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent et on aurait peur qu'elle s'envole. Et ben ça a été très simple, on n'a pas eu besoin de couler une énorme dalle. Il y a juste 4 plots en béton qui soutiennent la structure et ça suffit amplement. La forme en elle-même de la serre permet d'avoir une meilleure prise au vent en fait, tout simplement. Rentrons maintenant dans ma demeure. Ça, c'est les tables de culture dont je suis très fière puisque je les ai construites presque toute seule. En vrai, j'ai eu des copines qui sont venues m'aider. Pourquoi je les ai construites? Bon, et d'une, parce que les tables horticoles professionnelles, ça coûte très cher. De deux, elles n'étaient pas vraiment adaptées à la taille de ma serre puisqu'elle fait 22 mètres carrés et quelques, et c'est pas vraiment une dimension qu'on a l'habitude de voir chez les pros. Puis j'avais envie de créer vraiment 2 niveaux pour pouvoir optimiser au max l'espace et créer des sortes de soucoupes géantes pour pouvoir faire baigner mes plants, notamment quand il fait très chaud, sachant qu'un arrosage par le dessous, c'est toujours un petit peu plus doux pour la plante. Donc les bacs noirs en dessous, c'est des bacs que j'ai rachetés auprès de copains pépiniéristes. Je suis hyper contente, elles sont super solides et vraiment cette histoire d'arrosage par le dessous, ça fonctionne très bien. Tous les cajots que vous voyez là en plastoc, c'est des trucs que je vais raqueter auprès des épiciers du quartier qui normalement les jettent et sont très contents que je vienne les débarrasser. Alors oui, je préfère les cajots en plastique plutôt que ceux qui sont en bois. Ça va tout simplement durer beaucoup plus longtemps, surtout quand justement je mets un fond d'eau, ça pourrit pas et donc c'est très pratique. Pour résumer, j'ai 1, 2, 3, 4 tables avec à chaque fois un étage, en sachant que j'ai vraiment fait attention à laisser suffisamment d'espace entre les 2 niveaux pour pouvoir profiter suffisamment de la lumière. Et j'ai pas non plus souhaité mettre un étage supplémentaire, j'avais peur d'un manque de lumière. Et alors pourquoi il y a autant d'espace vide au milieu? Mais c'est aussi pour pouvoir accueillir les ateliers, les gens qui viennent m'acheter des plantes. Et je pense notamment aux gens soit à mobilité réduite ou en poussette qui galéreraient clairement si j'avais décidé de mettre une table supplémentaire au milieu. Nous passons maintenant à l'interstice entre l'espace de vente et l'espace de travail, délimité par ces 2 merveilleux bacs d'une profondeur absolument indécente. En vrai, je suis très contente de ces gros bacs. Je tenais vraiment à ce qu'ils soient très hauts pour pouvoir m'amuser à faire pousser des choses qui ont des systèmes racinaires assez profonds. Et là-dedans, je pratique aussi la rotation de culture, mais un petit peu à l'arrache, hein. C'est un peu la forêt vierge en ce moment. J'ai de l'onagre, de l'armoise, des épinards perpétuels, et puis derrière, des tomates qui essayent de faire leur life et j'espère au moins en récolter 1 ou 2 quoi. Objectif tomate mozza au moins 1 fois dans l'été quoi. Ah oui, je me suis mis un petit thermomètre aussi.
mais je le regarde jamais. Mais il faudrait peut-être. Dans le deuxième bac, c'est également l'anarchie. Je laisse monter en graines ma coriandre pour pouvoir récolter les graines. On y est presque. Il faut attendre que ça sèche encore. Je vous présente maintenant ma table de travail, qui est une table que j'ai récupérée auprès d'un pépiniériste qui partait à la retraite. Elle était au fin fond d'un garage. Il y avait une espèce de structure en métal par-dessus. On n'a pas su trop à quoi elle servait. L'intérêt de cette table, c'est que on ne se nique pas le dos. On n'est pas comme ça là. Parce que ça c'est nul. Faut être comme ça quand on travaille. Bon ben en dessous je range toutes mes merdes, typiquement dans des pots. J'ai mes crayons, des étiquettes, de quoi écrire sur des ardoises, mon épinette, des cuillères et des fourchettes qui m'aident pour repiquer, un petit sécatiné nounou, une balayette, très important, pour toujours nettoyer son espace. C'est un peu comme faire son lit, de cleaner son espace quand on a fini de travailler. Ça, c'est des étiquettes qui me servent pour mes ventes. Mon pulvérisateur où je fous du savon noir quand il faut faire la nique au puceron. Sous une table qui n'est pas encore à 100% de ses capacités de production, je cache encore mes plaques alvéolées. C'est principalement le matériel que j'utilise pour faire mes semis. Autre truc malin que je vous avais montré dans une précédente vidéo, c'est ce système d'arceau que j'ai complètement clouté à la table. Et ce qui me permet d'installer l'été des voiles de protection contre certains insectes. Et puis l'hiver, comme on manque de chaleur, c'est pas une serre qui est chauffée, c'est ce qu'on appelle une serre froide. Et je vais pouvoir rajouter un voile d'hivernage et protéger mes premiers semis. Ouh, j'allais oublier. Un des trucs que je trouve le plus malin dans cette serre, c'est les systèmes d'ouverture automatiques. C'est fucking du génie. Vous voyez le petit bâton noir là ? Là-dedans, il y a une sorte de gel qui va se dilater en fonction de la température extérieure. C'est pas du tout électrique, hein, en sachant que si on veut stopper le système en raison de tempête ou de grand froid, on peut aussi tout simplement pincer et désactiver le système. Je vous avais montré comment j'avais installé mon système d'irrigation par le dessus dans une précédente vidéo, et il faut vous dire en retour d'expérience que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est plutôt un système d'appoint au cas où vraiment je peux pas me déplacer. Là pour le coup ça peut m'aider. Je pense pas que dans une pépinière de cette taille ce soit un système qui soit vraiment optimal. En revanche, ce que j'ai trouvé absolument génial dans cette installation, qui me permettent d'accrocher plein de trucs, comme justement des crochets, c'est le fait que ce soit hyper simple grâce au système de boulonnage. Souvent dans les serres il y a des problèmes de condensation à l'intérieur, et là où ils ont été très malins, c'est d'installer un double système de gouttières qui récupère à la fois l'eau issue de la condensation à l'intérieur et l'eau du dessus dans les gouttières externes. Bientôt, je vais pouvoir m'installer un récupérateur d'eau de pluie. Vous la connaissez aussi ? Ma cabane à outils. Cette petite cabane qui ressemblait à l'origine à une vieille cabane moche de pêcheurs du dimanche. Je l'ai bombée en rose et maintenant elle ressemble plus à une cabine de playa. Clairement, n'investissez pas dans ce genre de choses. C'est de la qualité de merde. Vous voulez voir l'intérieur ? Voilà, un espace très bien rangé, Marie Kondo style. Ça, c'est tout mon bac pour soigner mes plantes. Donc j'ai du bicarbonate de soude, j'ai du purin d'ortie, du vinaigre blanc, je dois avoir du savon noir quelque part, et ce super asperceur manuel qui fonctionne très bien par système de pompe. Bon, je sais que ça fait mal aux yeux, donc on n'y reste pas longtemps. Alors on se croirait devant un stand de marchand de glace. Détrompez-vous, ceci est ma cabane à compost. Je voulais protéger un petit peu la terre de l'humidité. Et c'est tout con en fait, c'est une structure en bois par-dessus laquelle je suis venue agrafer une bâche. Et c'est aussi dans l'idée de pouvoir la dégrafer facilement quand je me fais livrer la terre. Quand elle arrive, elle est livrée par grue. Et puis pouf, on vient déposer ces énormes big bags de compost de déchets verts. Alors oui, je l'ai peut-être pas encore précisé, mais moi j'ai décidé de ne travailler uniquement qu'avec du compost de déchets verts. Donc déchets verts, ça veut dire feuilles, bois, bruit de gens derrière nous. C'est une matière que peu d'horticulteurs et peu de pépiniéristes utilisent. La plupart du temps, ils achètent des terreaux déjà tout préparés et bien mélangés, malheureusement dans lesquels on retrouve beaucoup de choses qui viennent de très loin, comme la fibre de coco ou surtout la tourbe, qui est prélevée dans les tourbières, donc ces zones humides qui sont très peu renouvelables et qu'on pille pour l'industrie horticole. Le seul truc relou du compost de déchets verts, c'est qu'il faut le tamiser. Et ça fait les bras sa mère.
Pour les gros nerds de la pépinière, je peux carrément aller plus loin et vous dire que ce bac, c'est 100% du compost de déchets verts pour les semis. Et ce big bag, il est composé de compost de déchets verts, mais aussi d'un petit peu de fumier de terre végétale pour le repiquage, donc pour habituer la plante à vivre avec autre chose que du compost. Voilà! Pour terminer, je vous montre les petits bacs que j'ai mis autour de ma serre pour à la fois décorer, faire un minimum d'ombre aussi l'été, parce que c'est pas plus mal. Et puis ça a évidemment un intérêt pédagogique, puisque durant mes ateliers, je peux montrer tout ce qu'on fait pousser dans des bacs qui sont pas si larges au final. Et oui, la peinture est déjà en train de s'écailler alors que je l'ai fait l'année dernière. Clairement, j'ai foiré le ponçage. Bah bravo moi-même. Ah oui, et au sol, c'est du broyat de bois, qui me sert aussi du coup en guise de paillage. Oh, je vois des fèves au fond. Miam. J'aimerais vous dire en dernier conseil qu'il est très important de réfléchir à l'exposition de votre serre. Et moi typiquement, mon entrée elle est à peu près face au sud. Pour que je puisse profiter au maximum de la lumière tout au long de la journée, il faudra éviter par exemple de se mettre à côté d'un arbre qui pourrait à la fois faire de l'ombre et aussi pourquoi pas être dangereux si jamais je sais pas, il y a une tempête. Cette serre elle a un coût, elle coûte plusieurs milliers d'euros, mais il faut un petit peu réfléchir à chaque fois son projet sur le long terme. Il vaudra toujours mieux investir dans du matériel de très bonne qualité qui va durer des dizaines d'années plutôt que de racheter tous les 2 ou 3 ans un truc de merde. Au final, c'est beaucoup plus pérenne de réfléchir comme ça, et ceci dans tous les domaines. Ça va faire donc maintenant 1 an que je suis installée ici. Je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer, et c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est de continuer à remettre en question ses pratiques, à vouloir les améliorer. Et puis voilà. Merci encore à Passion d'Extérieur, sans qui ce projet n'existerait pas. J'espère vous avoir donné envie de venir me faire un petit coucou à la Cité Fertile. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous.